Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne YouTube Civis Conscio. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer le désaccord entre Francis Fukuyama et Samuel Huntington, deux chercheurs américains en sciences politiques qui ne partagent pas la même analyse sur le futur des relations internationales post-guerre froide. La chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 annonce le début de la fin de la guerre froide qui se clôturera le 26 décembre 1991 par la dislocation de l'URSS au lendemain de la démission de son président Mikhaïl Gorbatchev. Francis Fukuyama, auteur de La fin de l'histoire et le dernier homme, publié en 1992, analyse à ce moment-là la fin de la guerre froide comme une victoire du modèle américain sur les autres régimes politiques. Il prédisait alors une large diffusion de la démocratie libérale et du capitalisme à l'échelle planétaire, engendrant ainsi la fin des combats idéologiques et la paix mondiale. Samuel Huntington écrit quelques années plus tard, en 1996, Le choc des civilisations pour s'opposer à la thèse de son homologue américain. Selon lui, l'achèvement de la guerre froide marque la fin des conflits en termes idéologiques et le début de chocs culturels entre différentes civilisations. Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'une nouvelle. Alors 20 ans après l'émergence de ces deux théories, dans quel contexte s'inscrivent désormais les relations internationales? Y a-t-il toujours des chocs culturels? Et quelle est la position de la démocratie libérale à travers le monde? C'est ce que nous allons voir tout de suite à travers l'analyse de nos deux auteurs américains. Si Karl Marx pensait que le communisme était l'étape finale en politique, Francis Fukuyama lui estime à contrario dans La fin de l'histoire que la démocratie libérale et le capitalisme composent le modèle politico-économique le plus abouti. Ainsi, pour lui, la fin de l'histoire ne signifie pas tant la fin des conflits, mais plutôt que l'homme est arrivé à édifier et propager un projet de société idéal qui ne peut plus être dépassé. De par la mondialisation des échanges économiques et la démocratisation des pays, tous les gens partageraient les mêmes valeurs et le même mode de vie, il n'y aurait alors plus de choc idéologique et les pays vivraient en harmonie. Mais alors pourquoi est-ce que le libéralisme économique permettrait-il cela? C'est ce que tente d'expliquer Fukuyama en 92. Pour lui, la propriété privée est le levier le plus efficace pour favoriser le progrès scientifique et technique, l'industrialisation et par conséquent l'activité économique d'un pays. Il y a donc un mécanisme vertueux qui s'enclenche puisque le libéralisme permet le développement des richesses, qui favorise la recherche et l'innovation, qui permet à nouveau d'accroître les richesses. Par ailleurs, Fukuyama ajoute que si ce modèle politico-économique se diffuse largement, cela s'explique par le séduisant mode de vie qu'il permet. Et même les régimes réfractaires ne peuvent lutter contre son attractivité car ne disposent pas des mêmes richesses et se voient donc obligés d'accepter les règles du libéralisme économique. Et c'est ainsi, selon Fukuyama, que ce mécanisme pluriel entraînerait petit à petit la mondialisation du capitalisme. Enfin, l'auteur analyse le libéralisme économique comme la clé qui permet l'accès à la démocratie. En effet, il explique que le capitalisme détourne les hommes avides de pouvoir vers les possibilités économiques infinies qu'il offre. Cela permet ainsi d'établir un système politique stable, basé sur l'égalité de tous et garantissant les libertés individuelles. Pour Samuel Huntington, la fin de la guerre froide marque la fin des conflits liés à des idéologies adverses et le début de conflits provoqués par des différences culturelles entre civilisations. Ainsi, pour lui, une mondialisation heureuse ne peut exister car l'humanité est répartie en aires de civilisation avec chacune des valeurs différentes qui empêchent une cohabitation paisible. Dans le choc des civilisations, l'auteur analyse l'origine des conflits à travers le temps. Pendant longtemps et jusqu'à la fin du XIXe siècle, les conflits furent provoqués par des rois et des empereurs assoiffés de conquêtes et voulant accroître leur territoire. Les conflits deviennent idéologiques avec la Première Guerre mondiale et la Seconde, et le monde bipolaire dessiné par la guerre froide éclate et marque un nouveau tournant dans les relations internationales. C'est alors le début d'un monde multipolaire où Samuel Huntington compte 9 civilisations. Il les définit selon leur religion, leur culture, leur langue, leur histoire ou leurs valeurs, et ces civilisations s'affrontent pour conserver leur autonomie ou bien s'imposer aux autres. Il y a la civilisation occidentale, islamique, orthodoxe, chinoise, japonaise, hindoue, bouddhiste, latino-américaine et africaine.
Enfin, Huntington affirme que touchant à l'identité des individus, ces facteurs sont bien plus forts que des distinctions idéologiques et par conséquent que les conflits dureront bien plus longtemps dans le temps. Ils seront donc bien plus longs et difficiles à surmonter. Alors, avec le recul, les événements récents ayant marqué l'histoire contemporaine ont-ils donné raison à Francis Fukuyama ou bien à Samuel Huntington? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors selon moi, la décennie qui suit la fin de la guerre froide et la dislocation de l'URSS en 91 est plutôt marquée par une expansion de la démocratie libérale et du capitalisme à l'échelle mondiale et donne donc raison à Francis Fukuyama dans un premier temps. Par exemple, en 91, la CNCDH, pour Commission nationale consultative des droits de l'homme, organise une rencontre nationale qui insuffle la mise en place d'institutions dans plusieurs pays qui sont destinées à veiller sur la bonne garantie des droits de l'homme. Donc là, on est totalement dans le cadre de l'expansion de la démocratie libérale. Quelques années plus tard, en 95, le traité de non-prolifération des armes atomiques est reconduit pour une durée indéterminée, et les pays signataires renouvellent leur engagement de ne pas transmettre leur arme nucléaire s'ils la possèdent, et même à se désarmer progressivement de leur arsenal nucléaire. Là encore, c'est un bon point pour la démocratie libérale et l'avènement de la fin de l'histoire dans le sens fin des conflits. Par ailleurs, les années 90 sont marquées par l'ouverture économique évidemment de la Chine, grâce à Deng Xiaoping qui autorise l'existence d'entreprises privées à une plus grande échelle qu'auparavant, et cette ouverture économique aboutira même en 2020 à l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Enfin, la fin du XXe siècle et le début du XXIe est marqué par vraiment une massification des échanges internationaux, notamment avec l'apparition d'organisations supranationales qui permettent d'éliminer les barrières tarifaires et d'établir la libre circulation des biens et services entre les différents pays. C'est par exemple le cas en 1994 avec l'intégration de l'ALENA entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, ou bien encore un tout petit peu plus tôt en 91 avec le Mercosur qui instaure un marché commun entre le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Pour autant, je pense que l'analyse de Samuel Huntington en 1996 sur le futur des relations internationales post-guerre froide décrit très bien le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. À tel point d'ailleurs que certains parlent même de prophéties autoréalisatrices pour décrire les prédictions de Huntington. Les attentats du 11 septembre 2001 marquent la déclaration de guerre des États-Unis contre le terrorisme islamique, qui débarque aux côtés de l'OTAN un mois plus tard en Afghanistan pour lutter contre les talibans et Al-Qaïda. Et puis 2 ans plus tard éclate la Seconde Guerre du Golfe qui oppose entre 2003 et 2011 une coalition menée par les États-Unis contre la dictature irakienne de Saddam Hussein, majoritairement soutenue par le monde musulman. Donc on a 2 guerres qui sont des parfaits exemples de chocs culturels opposant le bloc occidental et le bloc islamique. Et puis d'autre part, la démocratie libérale est loin de s'être imposée à travers le monde comme le pensait Francis Fukuyama, et il y a même des régimes autoritaires et autocratiques, sans parler de la Corée du Nord, qui persistent. Alors dans un premier temps, je pense à l'Iran, qui est aujourd'hui une république islamique, menée depuis 1989 par l'ayatollah Khomeini, qui est considéré comme un descendant du prophète Mahomet. Et puis comment ne pas parler de la Chine, puisque 30 ans après la chute de l'URSS et malgré son ouverture économique, le pays ne s'est toujours pas démocratisé. Camp de concentration pour les Ouïghours, parti politique unique et puis disparition d'opposants politiques comme Jack Ma, vous en avez sûrement entendu parler, qui a apparemment réapparu entre-temps. Enfin bref, le pays n'a toujours pas adopté les codes du libéralisme politique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, merci beaucoup de l'avoir visionnée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quelle vision vous vous rapprochez de le plus et à m'expliquer pourquoi vous pensez que Francis Fukuyama ou Samuel Huntington avaient raison. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.